Ce vendredi 8 mars, le monde apprend la disparition du créateur de Dragon Ball, du papa de Sangoku, Akira Toriyama. Alors, bien sûr que sur une chaîne consacrée au génie en tout genre, on ne pouvait pas faire autrement que de rendre hommage comme il se doit au maître, mais ça va plus loin que ça. Sans lui, probablement que cette chaîne n'aurait même pas existé. Et pour m'accompagner dans cette vidéo, je ne pouvais bien entendu pas me passer de mon ami, mon frère, mon Krillin à moi, Yann Solo de la chaîne 12 Parsecs. Quoi? Moi je suis Krillin? Mais j'ai pas envie d'être Krillin, moi je suis Goku, c'est tout. De quoi? Non mais c'est une vidéo hommage là, qu'est-ce que tu vas me taper la honte? On s'en fout. Bah si on s'en fout, t'as qu'à prendre Yamcha alors. Non mais je prends rien du tout, on est sur ma chaîne, je suis Goku, et puis t'es Krillin, et puis c'est tout. Moi je veux bien le Goku si ça peut dépanner. Hein. Donc Yann et l'autre Yann de la chaîne Obi-Yann, désolé, j'ai pas eu le temps de te présenter. Et donc non, je dis t'es Krillin parce qu'on est potes comme ça. Et moi je suis qui? Mais t'es personne. Oh bah super l'accueil hein. Putain mais c'est pour dire que... Vous me gonflez. Tu veux être quelqu'un? Bah oui. Bah tu seras Tortue Géniale, voilà. Yes. Et moi du coup... Toi bah tu seras Chaozu du coup. Mais pourquoi Chaozu? Parce que tu me gonfles. Mais t'avais dit Yamcha? Non, moi j'avais dit Krillin, c'est toi qui as dit Yamcha, mais de toute façon tu viens de perdre ce droit là. On s'en fout, ça sert à rien dans cette vidéo. Bref, Akira Toriyama nous a quittés, l'occasion pour nous de rendre hommage à un immense monsieur du manga qui nous a marqué un petit peu plus que les autres. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 à Kiyosu, dans la préfecture d'Aichi au Japon. Il grandit dans une famille très modeste et il avait une petite sœur. Dès l'enfance, il est passionné de dessin et surtout par le design des voitures, comme on pourra le voir à de nombreuses reprises dans ses différentes œuvres. Tous ses copains à l'école dessinaient beaucoup aussi, mais lui montre rapidement une détermination, un acharnement à arriver vraiment à ce qui lui convient. Il n'est pas du genre à lâcher l'affaire tant qu'il n'est pas satisfait. Sauf quand ça le gonflait. Oui, ça résume bien le bonhomme, ouais. C'est-à-dire être un mélange de détermination incroyable et de bas-les-couilles total. Le choc, la révélation qui va vraiment le marquer, c'est la découverte du film Disney, Les 101 Dalmatiens. Et plus tard, Astro le petit robot d'Osamu Tezuka. Ce héros du futur. Il n'en fait pas trop quand même. Il reproduit alors les dessins et se les approprie et gagne plusieurs concours d'art en primaire, puis un prix national au lycée. Il se détourne un temps du dessin au collège, préférant faire rire les copains et fumer avec eux, mais il intègre un club d'art dans son lycée où il se remet à dessiner et étudie le manga. Contre l'avis de ses parents, il décide de ne pas poursuivre ses études pour travailler directement et vivre de ses dessins en intégrant la Daiichi Shigyo Nagoya Branch. On est alors en 1974 et c'est encore très mal vu de gagner sa vie avec une activité artistique. Ceci dit, ça l'est toujours un peu et pas qu'au Japon. Hein. Mais Akira est Akira. Non, pas lui, lui. C'est plutôt un flemmard, hein, pas exactement le genre de gars à se conformer à la rigueur nippone au niveau taf. Il est plutôt du genre à vouloir se la couler douce et à dessiner ses petites histoires pour pouvoir bouffer, quoi. Ouais, il n'a pas trop envie de se fatiguer, voilà, un peu comme moi, c'est pour ça, je m'inspire du maître. Il arrive constamment en retard, sapé comme un geek. À 30 ans près, le mec devenait youtubeur, quoi. C'est exactement ça. Et ça, la hiérarchie est moyennement fan. Et comme il n'est pas vraiment du genre à suivre les ordres et ce genre de cagade, il quitte les rangs de la boîte 3 ans plus tard. Mais il en tire quand même une certaine expérience de vie. Alors ok, il s'est fait chier comme une agrafeuse dans un carton, mais il a appris des choses sur la société. Toujours voir le positif. Suite à son départ, il commence à travailler comme illustrateur à temps partiel, mais il se retrouve vite sans thune. C'est alors qu'il découvre un concours dans le Weekly Shonen Magazine pour gagner 500 000 yens. 500 000? Attends, mais moi là, je me mets au dessin direct hein. Calme-toi quand même, hein, c'est 500 000 yens. Oui. Non, rien. Ça fait à peu près 3 000 €. Il se met au travail, mais ne respecte pas les délais. Il finit quand même par présenter son tout premier manga lors d'un autre concours chez la concurrence de Weekly Shonen Jump. Il ne gagne pas le prix tant convoité, mais le rédacteur en chef Kazuhiko Torishima repère son style immédiatement. Le dessin de Toriyama est très dynamique par rapport à ce qui se faisait à l'époque. La composition de ses planches, les angles choisis pour ses personnages sont autant d'éléments qui vont taper dans l'œil de Torishima. Novateur, mais pas encore tout à fait assez bon pour être publié. Convaincu du talent de Toriyama, Torishima l'encourage à refaire ses dessins et à lui présenter une fois amélioré. Le jeune mangaka se lance alors dans la réalisation de parodies de Star Wars. Oh, comme c'est bizarre! Mais les parodies ne sont pas éligibles pour le premier prix du concours. En parallèle, son travail continue d'être rejeté jusqu'en 1978, où son premier ouvrage, Wonder Island, est publié chez Weekly Shonen Jump. Et c'est un four. Tout le monde déteste. Mais malgré tout, il dessine une suite, qui ne marchera pas mieux. Une fois encore, il sort de cette mauvaise expérience plutôt heureux et satisfait d'avoir appris encore des choses. Torishima lui commande alors une histoire avec un personnage central féminin, qui aboutit à... Non, pas encore à Ral, mais à Tomato de Kyutezi Gumshoe. Et clairement, le style est déjà là. Et là, enfin, ça cartonne. Sur sa lancée, il crée la plus géniale de toutes les petites filles robots,
Aral de Dr Slump. Qu'on retrouvera d'ailleurs dans Dragon Ball lors d'un génial crossover pendant l'arc du ruban rouge. Il publie entre 1980 et 1984 les aventures de ce professeur un petit peu dingue et reçoit en 1981 le prix du Shogakukan Manga pour la meilleure série de manga shonen de l'année. Akira Toriyama devient alors un des acteurs majeurs du manga et une star. Il vendra 35 millions d'exemplaires de Dr Slump au Japon. Dr Slump est adapté en série animée diffusée le mercredi à 19h sur Fuji TV. Il occupera cette case très convoitée pendant 18 ans. D'abord avec la petite Aral, suivi par les aventures d'un jeune garçon étrange à queue de singe et de son ami aux cheveux bleus. Pourtant, après le succès de Dr Slump, Akira est fatigué et veut simplement revenir à des histoires courtes et ne souhaite pas vraiment un autre grand succès. Et avec ça, il crée le plus grand manga de tous les temps. Au début des années 80, il publie plusieurs mangas comme Pola Heroid, Mad Matic ou Pink. Pas toujours que des succès. Mais épuisé par le rythme infernal de production, il pouvait enchaîner les nuits blanches, passer 6 jours à son bureau d'affilée sans le quitter, il abandonne ses projets ainsi que Dr Slump. Sa direction lui donne le choix. Ok, t'arrêtes, mais dans les 3 mois, on veut un nouveau projet. Inspiré par le roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, qui raconte les aventures du moine Xuanzang et de ses compagnons, dont le célèbre roi singe, Toriyama décide de créer un personnage principal similaire au roi singe. Il s'appellera Son Goku. Son est un nom de famille assez courant en Chine, et son prénom, Goku, en japonais, signifie conscient de la vacuité. Le fameux conscience, être aware dont on a déjà parlé sur la chaîne. Au départ, Toriyama il voit Dragon Ball comme une œuvre parodique. Ce que je veux dire, c'est qu'il va renverser les codes. Vous voyez par exemple dans les contes chinois, le maître c'est toujours quelqu'un de sage, de droit. Et bah là, ça va être Tortue Géniale, le pervers de service. Problème, Goku n'avait pas été dessiné à la base pour pouvoir avoir des mouvements très fluides. Les proportions du gars, ça reste quand même celle d'une patate avec des petits bras boudinés. Toriyama est très frustré de ne pas pouvoir dessiner comme il l'entend, malgré quelques libertés anatomiques prises dans certaines cases pour servir son histoire, et décide alors d'arrêter. Comme ça, boum, finito Dragon Ball. À moins qu'on le laisse faire grandir son personnage. Une aberration. La convention dans le manga et la BD en général est que les personnages principaux ne changent jamais. Mais le pari est gagnant. Goku grandit et nous avec lui. Devant le succès du manga en version serial, une série animée est très vite commandée par le studio d'animation Toei. Elle sera diffusée de 1986 à 1997, d'abord sous le nom de Dragon Ball, puis Dragon Ball Z. J'étais... À tes souhaits. Le 2 mars 1988, le premier des 153 épisodes de Dragon Ball débarque en France dans le Club Dorothée, suivi des plus ou moins 291 épisodes de Dragon Ball Z. Alors, on va pas revenir sur la polémique Ségolène Royal et la folie qui s'est emparée des médias à l'époque. On a tous très bien grandi, tout va très bien, merci. Sauf toi peut-être. Moi? Il a pas complètement tort. Dragon Ball devient la plus grande série animée de tous les temps, la plus iconique, la plus appréciée et entre à jamais dans l'histoire. Les acteurs qui prêtent leur voix deviennent également des stars adulées, même encore après 35 ans. A noter que Toriyama ne prendra pas une part très importante dans l'animation, le studio se chargeant d'ailleurs d'étirer les épisodes et les arcs narratifs. Tous les gens de notre génération s'en rappellent. Le combat contre Freezer. Il dure 7 heures, environ 30 épisodes. Travail salué par Toriyama lui-même, parce que oui, Dragon Ball, ça n'est pas que Toriyama. Comment évoquer ce monument de l'animation sans parler notamment de sa réalisation ou de sa musique? Pour avoir fait le concert symphonique Dragon Ball, c'est juste... Je confirme, merci encore Jordan, le chef d'orchestre, pour l'invitation. Mais je suis sûr que plein de chaînes ont déjà parlé de la musique de Dragon Ball, donc je vous mets des liens en description et n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous en avez d'autres. Dragon Ball a été accusé de violence, ce qui n'est pas totalement faux, mais parce que les Japonais, ça ne vous aura peut-être pas échappé, ont une culture légèrement différente de la nôtre. L'anime ne s'adressant d'ailleurs pas complètement non plus à des enfants de 5 ans comme c'était programmé chez nous. Mais réduire Dragon Ball à des combats violents et des coupes de cheveux peroxydées, c'est vraiment avoir rien compris à l'œuvre. Dragon Ball, c'est aussi et avant tout une centaine de personnages profonds, subtils, charismatiques, avec leurs problèmes, et en tête, Son Goku, un personnage un peu naïf, mais dont la grandeur d'âme tirera tous les autres vers du positif. Goku nous a montré ce que voulait dire l'amitié, le sacrifice, la persévérance, le dépassement de soi, nous a montré une voie à suivre, et ça a été un modèle pour de nombreux gamins, moi le premier. Beaucoup critiquent les transformations, mais moi j'ai toujours vu ça comme un message qu'il fallait aller chercher de nouvelles ressources ailleurs pour pouvoir triompher des épreuves, tester des trucs nouveaux, oser changer. Dragon Ball, c'est de l'aventure, de l'humour, de l'espoir et des valeurs vraiment fortes d'humanisme avant tout. Goku a toujours laissé une chance à ses adversaires de revenir du bon côté. Par exemple, il laisse Vegeta vivant. Ou même sur la planète Namek, vous savez, après le combat contre Freezer. Quand Freezer est fini découpé autant que moi après une soirée bien arrosée, Son Goku lui donne un peu de son énergie pour qu'il puisse quitter la planète. Bon, sauf que cet abruti va essayer de tuer Goku, mais ça c'est une autre histoire. Et quand il détruit Boo à la fin, il souhaite qu'il revienne sous une âme meilleure. Alors, si vous voulez n'y voir que de la violence, libre à vous,
mais vous passez à côté quand même d'un message un tout petit peu plus subtil que ça. Et pendant la dizaine d'années de diffusion partout dans le monde, sauf chez nos amis les hamburgers qui peuvent jamais rien faire comme tout le monde, hein. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux, qui ont découvert la série 10 ans après tout le monde, le succès de la série est resté constant. Et aujourd'hui, l'annonce de la disparition de Toriyama aura mobilisé des millions de fans dans le monde, jusqu'à des présidents de la République, qui ont grandi en suivant les aventures des 7 boules de cristal. Au même titre que Star Wars ou Harry Potter, Dragon Ball est rentré dans le langage courant. On fait des kamehameha, des fusions, c'est devenu normal, les références sont absolument partout, dans toutes les formes d'art, et les œuvres qui font référence sont justement innombrables. Il inspirera les réalisateurs de Naruto et One Piece, bien entendu, et nous aussi, de manière consciente ou inconsciente. Parce que si Dragon Ball, c'est pas que Toriyama, Toriyama, ce n'est pas que Dragon Ball. Si chez nous, Akira est surtout connu pour ça, et un peu Dr Slump. D'ailleurs, merci à TMC d'avoir fait perdurer les œuvres de Toriyama après l'arrêt du Club Dorothée. A aussi réalisé d'autres œuvres comme Kowa en 1997 et Sandland en 2000. On retrouve certes sa patte graphique, mais surtout son humour encore plus développé que dans les autres œuvres. Il sortira également Katsura Akira en 2008, Kintoki en 2010 et Jacob the Galactic Patrolman en 2013. Mais si Toriyama a marqué le monde de la BD et la télévision et du cinéma bien entendu avec les différentes adaptations, il a aussi marqué la culture en général avec des jeux vidéo, puisqu'il a également participé à la réalisation d'autres séries moins connues chez nous, mais qui ont été de véritables cartons au Japon et dans le monde. Comme la série de jeux vidéo des Dragon Quest dès 1986. Dont vous connaissez peut-être la mise sous manga sous le nom de Fly, et qui a récemment fait l'objet d'une adaptation animée qui a pas trop mal marché. Ou encore du RPG Chrono Trigger. Les gars, si vraiment vous connaissez pas ces trucs, vous arrivez facilement à les trouver en émulateur, c'est vraiment des masterpieces intemporelles. Foncez. Et donc ici, par exemple, il est en photo, excusez du peu, avec Hironobu Sakaguchi. Et quitte à le voir en photo à côté d'une légende, le voilà aux côtés du grand Ayrton Senna. Toriyama devient une star dans son pays, mais ce statut lui déplaît fortement. Il a beaucoup de mal avec ce statut de célébrité, et a même du mal à croire quand il se bat dans la rue que ses ouvrages sont en tête des ventes, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'il se dessinait régulièrement sous la forme de cette espèce de petit personnage avec un masque. Si son origine est sujette à débat, on peut se dire qu'effectivement il s'en servait pour cacher son visage, pour s'effacer un petit peu derrière son œuvre. Vous verrez d'ailleurs, vous trouverez assez peu de photos de lui. Il ne sortait que très peu, et d'après ses amis, ne possédait d'ailleurs même pas de téléphone portable ou de smartphone. Il n'échangeait avec eux que par email, de l'aveu de ses amis, avec un certain temps de réponse visiblement assez long. Et c'était pourtant quelqu'un de très drôle, décontracté, très professionnel, mais toujours en détente. Juste, il aimait pas les médias et la célébrité. Il voulait pas qu'on vienne l'emmerder en bas de chez lui, quoi. On peut voir ici une de ses rares photos lors de l'affaire des Paradise Papers, une vaste opération d'évasion fiscale où son nom était cité. Mais Toriyama possédait une immense fortune dont il ne s'occupait pas du tout, en fait. C'était le deuxième mangaka le plus riche au monde, après Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. Il avait une fortune estimée à plus de 50 millions de dollars, ce qui est au final pas énorme quand on pense que Dragon Ball s'est vendu à 250 millions d'exemplaires juste les BD. Si on compte après tous les produits dérivés, on arrive à une licence qui atteint à peu près les 20 milliards de dollars. 50 millions, 20 milliards. Il n'avait aucune idée de où passer son pognon, y compris au sein de sa propre société, Bird Studio. Dans les années 80 déjà, il avait été impliqué dans une affaire de bulle immobilière du fait d'un de ses gestionnaires véreux. Sombre personne qui inspira le personnage de Freezer. Non mais les gars, s'il y a vraiment des gens à pas faire chier, à pas se mettre à dos, c'est vraiment les auteurs. Si vous voulez pas vous retrouver immortalisé sous les traits d'un être absolument détestable, foutez-nous la paix. En 2013, au Festival international de la BD d'Angoulême, un vote plébiscite Toriyama pour la récompense suprême. Mais c'est pourtant un autre auteur qui recevra le prix. Voilà, non mais faut pas déconner, le gars ça reste un pauvre dessinateur de manga, le truc pour les enfants attardés là, c'est pas noble quoi. Devant l'indignation, on créera alors à la va-vite le prix spécial du 40e anniversaire du festival, qui est juste une énorme douille en fait, mais qui sera bien attribué cette fois-ci à Akira. Comme si le fait d'avoir créé la plus grande œuvre manga de l'histoire et accessoirement une des BD les plus vendues ne suffisait pas à mériter une récompense. En 2019, la France se fait pardonner en lui décernant le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est pas lui sur la photo, c'est Akio Yoku, son éditeur. C'est dire à quel point le mec sortait vraiment jaja. D'ailleurs, le même jour, c'est l'autre immense mangaka de ma jeunesse qui a été décoré, la maman de Ranma et de Shampoo, entre autres, Rumiko Takahashi. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Et il devait recevoir cette année un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière au Tokyo Anime Award, festival qui avait lieu du 8 au 11 mars 2024, mais certains témoignages depuis novembre laissaient déjà planer le doute sur sa présence. En effet, Toriyama était un très gros fumeur depuis son plus jeune âge, il fumait plus d'un paquet par jour, associé à un rythme de travail infernal. Sa santé s'est déclinée ces derniers temps, et Toriyama le savait. Il a été opéré en février d'une tumeur au cerveau, opération relativement courante. Mais conséquence de l'opération ou résultat d'une vie pas toujours très saine, il s'est éteint le 1er mars d'un hématome sous-dural. Il avait 68 ans. À l'annonce de sa mort le 8 mars, les célébrations partout dans le monde ont été dignes des plus puissants Genki-dama. Une vague mondiale d'amour a déferlé pour remercier le maître pour son œuvre. Des tifos dans les stades, des manifestations, des célébrations,
Des hommages sous forme de dessins, bien entendu, de vidéos, de reprises musicales. Il y a même une équipe de foot bolivienne qui a floqué ses maillots pour l'occasion. Alors qu'on a grandi sur des continents différents, avec des cultures différentes, à des époques différentes même. Et pourtant, l'hommage est unanime. Les chaînes de télé nippones lui ont bien entendu rendu un hommage national, et les voix qui ont incarné ces personnages si forts se sont jointes à cette même élan d'amour au Japon ou chez nous. Frédéric Bourali, notre José national, et voix du champion des champions Hercule, mais bien entendu aussi la légendaire Brigitte Lecordier. Voilà, j'en ai gros sur le cœur, j'ai l'impression qu'on est un peu tous orphelins. Ce qu'il faut se rappeler, c'est tout ce qu'il nous a apporté, toutes ces grandes valeurs qu'on peut partager entre nous. Il faut continuer à faire vivre son œuvre éternellement. Quelques jours après le choc, je me rends enfin vraiment compte de l'importance qu'a eu Toriyama pour tant de gens. Quand je vois le nombre d'hommages, les témoignages de tous les collègues, je me rends compte à quel point ce monsieur a marqué la culture, et je me rends encore plus compte à quel point il a compté dans ma vie. Et je trouve ça fou de pouvoir avoir un tel pouvoir bénéfique sur les gens, tout ce positif, cet espoir, ce sens du sacrifice, la quête du beau, l'amélioration de chaque pas qu'on fait dans la vie, et tout ça dans une humilité incroyable. Je trouve ça juste dingue. Dragon Ball, c'était bien entendu pour moi tous les mercredis matins, et avec le magnétoscope qui fumait quand je suis arrivé au collège et que j'avais cours le mercredi matin. C'était 167h30 à attendre le prochain épisode dans le Club Dorothée chaque semaine. C'était la sortie des bouquins, tous les 6 à 8 mois, et les heures passées à Auchan au rayon BD à lire les nouveaux tomes. C'était les cartes à collectionner. C'était Feu la petite boutique geek sur le boulevard Gambetta à Nice, où ils vendaient les posters de Sangoku 3 alors qu'on en était encore qu'à l'arc-ciel dans le Club Dorothée. Je me souviens encore du choc que ça a été quand j'ai découvert le design de Sangoku Super Saiyan 3. La qualité des dessins, les couleurs, je trouvais ça juste dingue d'arriver à créer des trucs aussi fédérateurs. Et je me demande vraiment quelle part je lui dois dans la personne que je suis aujourd'hui. Moi, le plus grand souvenir de Dragon Ball, c'est lorsque Krillin meurt pour la première fois dans l'arc Piccolo Daimao. Sangoku grandit d'un coup. Il a envie de se venger. On a tué son ami, son frère. Ces frissons qui parcourent tout mon corps quand je vois ce regard. Ce regard sera reproduit même sur Namek, une fois que Krillin meurt une deuxième fois. Vous savez, la première fois que Sangoku se transforme en Super Saiyan. Que de frissons, que d'émotions. Qu'est-ce que j'aime ces deux passages. Bien sûr, il y a le souvenir commun de tous les garçons quarantenaires comme moi, ceux qui ont essayé de faire des kamehameha, vous savez, avec les copains, que ça soit dans la rue, à la maison, un peu partout. Un de mes plus beaux souvenirs Dragon Ball, c'est quand je suis allé voir au cinéma le film Dragon Ball Fusion en 95 avec mon frère. J'avais 11 ans et c'était suivi du film L'attaque du dragon, avec Tapion, un personnage assez mineur de l'univers de Dragon Ball, mais ultra culte. Tout le monde connaît la mélodie qui joue avec son ocarina. Combien de fois j'ai entendu en sonnerie de portable celle-là. Aller voir Dragon Ball Z au cinéma, c'était incroyable, ça donnait enfin toute l'importance au manga qui méritait. Je me rappelle encore du générique là, avec la chanson We Got Power, là, c'est qui commence sur le grand écran, qui est chantée par Hiroshi Takahashi. C'était un truc de fou. Et un deuxième souvenir qui est un peu complémentaire celui-là, c'est qu'en 23 ans plus tard, je suis retourné donc en 2018 pour voir au cinéma Dragon Ball Super Broly avec une bande de potes. Là aussi, c'est un de mes plus beaux souvenirs Dragon Ball. La baston de fin qui dure au moins 40 minutes, d'abord Broly contre Vegeta, ensuite contre Son Goku et après contre Gogeta Blue, c'est tellement un truc de malade que toute la salle était debout, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais vu un autre film capable de lever une salle entière qu'un film Dragon Ball. C'est tellement intense, tellement incroyable, on est tellement à fond dedans qu'à la fin il y en a qui en chialaient. Pour moi c'est ça Dragon Ball. Je pourrais aussi vous raconter un autre souvenir assez ouf qui est plutôt une anecdote mais qui va vous montrer à quel point j'étais déjà tout petit un malade de Dragon Ball. C'est un truc qui m'a valu les foudres de mes parents à l'époque. Avec mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi, on a toujours été très fan de Dragon Ball Z. Et à l'époque du Club Dorothée, les mangas sortaient au fur et à mesure et il y avait aussi les cassettes vidéo des OAV. Donc les films Dragon Ball Z qui font un peu moins d'une heure et puis qui sont plus ou moins classables dans la chronologie. Et il y avait une pub à l'époque sur TF1, je me rappelle encore par cœur, je me rappelle même de l'intonation du gars. Il disait « Gagne la collection complète des 41 mangas et 11 cassettes vidéo Dragon Ball Z ». Pour vous dire à quel point c'est vieux, il parle de 41 mangas alors qu'il y en a 42. Le 42 t'es même pas encore sorti. Et pour gagner toute cette collection, il fallait appeler un numéro de téléphone et répondre à des questions posées par ordinateur et arriver premier au classement avec un nombre de points. Et avec mon frère, pendant 2 semaines pendant les vacances scolaires, on a pris le téléphone qui était dans la chambre de nos parents. On s'enfermait dans la chambre et on passait des heures à appeler ce numéro pour répondre aux questions et espérer être premier sur le classement en France pour gagner la collection complète des mangas et des cassettes. Et évidemment, on n'avait aucune idée que le numéro c'était genre, je sais pas combien à l'époque, mais tu pourrais dire aujourd'hui, je sais pas, 1 euro la minute. Et un mois plus tard, quand mes parents ont reçu la facture, on s'en rappellera toujours, ils avaient dû payer une fortune. Mais quand je vous dis une fortune, aujourd'hui, ce serait peut-être genre 1000 euros de téléphone sur un mois. Parce que mon frère et moi, on avait passé 2 semaines non-stop à appeler ce numéro et à répondre pendant des heures, on se relayait lui et moi, pour répondre aux questions, appuyer sur la touche 1 ou 2 pour vrai ou faux. Je me rappelle même d'une question qui disait, dans Dragon Ball Z, Bulma a un très vilain défaut, elle fume, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, 1 ou 2? En l'occurrence, c'est vrai, elle fume. Putain la vache, vous vous rendez compte, je me rappelle encore de cette question quoi. C'est dans les années 90. Et ça c'est assez ouf quand même, ça vous montre à quel point on était déjà fan de Dragon Ball Z étant petit. Hein Frangin, tu t'en rappelles de ce truc là? Yes, bien sûr que je me rappelle. En fait, on n'a rien gagné du tout, on a dû claquer peut-être 100 fois ce que ça valait.
Et puis bah rien du tout, que dalle. Donc bah on était des bons connards, puis on l'est toujours quoi. C'est qui lui là? Bah c'est mon frère. Ah non mais on ramène carrément les frangins là, ok. Ouais Benoît, viens t'épancher aussi s'il te plaît. Nous avons perdu notre plus grand sensei. J'espère que le grand roi Edma t'a fait un tampon paradis, encore obligé, parce que nous avons gardé des sacrés bons souvenirs de toute cette jeunesse que tu nous as offert. Notamment pour moi, j'attendais le mercredi matin avec impatience pour regarder Dragon Ball Z à la télé avec mon grand frère. C'est entre l'épisode 27 et l'épisode 28, où quand tu as 10 ans, tu attends 6 mois pour attendre la suite du combat contre Freezer, et que tu découvres la suite dans le numéro 28, c'est un de mes plus grands souvenirs de Dragon Ball. Et moi, je peux venir aussi? Mais bien entendu, venez tous. Le meilleur souvenir de Dragon Ball, mais comment tu veux que je te dise le meilleur souvenir de Dragon Ball? Ma vie, c'est Dragon Ball. Enfin, pas que, mais je veux dire, entre le moment où j'ai eu la cassette de Dragon Ball GT, où j'étais le premier à pouvoir la montrer en japonais à mes copains, ou jusqu'au jour où je me suis retrouvé en studio avec les voix de Dragon Ball pour doubler ma web-série Saturday Man, comment tu veux que je te dise le meilleur souvenir de Dragon Ball? J'étais devant ma télé, là, avec Son Gohan, qui devient SSJ2, juste, j'avais quasiment le même âge que lui, c'était... Enfin, il n'y a pas le meilleur souvenir de Dragon Ball. Dragon Ball est le meilleur souvenir. Alors, mon passage préféré, je pense que c'est la conversion de Piccolo, le roi des démons, en quelqu'un de gentil finalement. Et ça m'a beaucoup marqué, je m'attendais pas à cette histoire-là, en plein milieu d'un manga qui était à la base un peu enfantin pour moi et je le prenais pas trop au sérieux et puis il y a eu Piccolo, voilà. Alors moi clairement, mon meilleur souvenir de Dragon Ball, eh bien c'est Dragon Ball Z, l'arc du Great Saiyan Man, Sangohan, et quand Sangohan se révèle au grand public lors du grand tournoi et qui se transforme en super guerrier et que Videl n'arrive pas à en croire à ses yeux. Franchement, je me suis repassé cette scène en boucle. Bien dommage qu'il se fasse choper par l'équipe de Babidi juste derrière. Pour moi, Akira Toriyama, évidemment, c'est DBZ, mais pas seulement. Hein. Dragon Ball dès 88, j'ai 10 ans, et ouais, déjà. Et puis, il y avait aussi Sacré Professeur Slump avec Aral, je me souviens très bien de ça. Et encore aujourd'hui, c'est toujours un vrai plaisir de regarder ces vidéos, j'avais même les VHS, tu te rends compte, les VHS. Et évidemment, les premiers jeux vidéo, les très vieux DB qui sont sortis, des premiers sur Mega Drive, où on se réunissait avec des potes pour jouer avec, c'était en 94. Ça ne nous rajeunit pas. Mon plus grand souvenir à moi, c'est... Elle est pas là, la meuf du bar? Et non, parce qu'en fait, elle est pas là aujourd'hui, il y a que moi. Ah bon, bah tant pis. Mais t'es super méchant, en fait. Non, c'est cool. Non, de toute façon, j'avais personne d'autre, donc... Mon plus grand souvenir à moi, c'était dans DBZ avec l'arrivée de Trunks du futur. On voyait débarquer un adolescent qui ressemblait à aucun autre personnage. Il avait l'air un peu torturé, dur, pas comme Obi-Wan, et triste à la fois. Et puis il débarque, il se transforme en Super Saiyan et il coupe en deux Freezer avec une facilité déconcertante. Je me rappelle à ce moment-là que je me suis dit devant la télé, putain, ça va envoyer du lourd. Quand Goku explique à Gohan avant le combat contre Cell de canaliser sa colère, d'utiliser cette énergie pour en sortir du bon, et pas le message tout claqué des Jedi, genre laisse ta colère de côté. Vraiment, ce truc-là, ça m'a réellement accompagné dans ma vraie vie en fait. Y compris donc pour la création de cette chaîne. Quand ma vie a volé en éclats il y a 8 ans, j'étais en colère contre tout, je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, mais je me suis servi de cette force pour créer et non pas pour me venger, pour ruminer ou pour construire du négatif. J'ai littéralement suivi les conseils de Goku pour essayer de faire de cette colère quelque chose de mieux. Dragon Ball Z dans la vie, c'est du rêve et de la confiance en soi. Du rêve parce qu'encore aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, je rêve encore et toujours d'avoir un jour le même pouvoir que Son Goku et Vegeta. Une force surpuissante, une vitesse infinie, le pouvoir de la téléportation et pouvoir bouffer des tonnes de bouffe sans prendre un gramme. Je vous jure, encore aujourd'hui, je vais me baigner dans la mer, je suis tout seul comme un con et puis je fais des mouvements de caméra comme ça. Et je dirais aussi un peu de confiance en soi parce que quand j'étais petit, j'étais dans la cour de récréation et puis je me faisais emmerder par les tocards qui voulaient me chourer mon goûter. Et j'imaginais que j'étais Son Goku et que je pouvais faire des kamehameha. Bon, ça marchait jamais, mais j'avais quand même un peu moins peur. Quand j'étais plus jeune, j'ai été harcelé, beaucoup. Et pour échapper à ces brutes, qu'est-ce que je faisais? Je courais dans le magasin le plus proche, je prenais un tome de Dragon Ball et je le lisais. Et vous savez, en plus d'échapper à ces brutes, Dragon Ball m'a apporté quelque chose d'énorme. Le message, tu peux être plus fort, tu peux te défendre. Et bien voilà, c'est vraiment grâce à Dragon Ball que je suis sorti du harcèlement, parce que c'était fini, je me laissais plus faire. Dragon Ball, ça m'a marqué dans la vie au point de modifier mon dessin, de modifier le type d'histoire que j'aime raconter, le type de personnage que j'aime créer, le type de personnage que j'aimerais être même. Dragon Ball, c'est mon compagnon qui me l'a fait découvrir, qui m'a fait tout regarder il y a 2 ans. Et donc quand je pense à Dragon Ball, je pense à ma nouvelle vie, à toute cette nouvelle aventure que je vis avec lui. Ça m'a appris à mieux connaître mon conjoint aussi. Donc Dragon Ball, ça m'a donné en fait à nouveau envie de croire en la culture, de croire qu'il va y avoir de belles histoires et voilà, je suis très contente.
Pour moi, Dragon Ball, en fait, c'était un échappatoire. Je viens d'une famille nombreuse et un petit peu bancale et je trouvais pas ma place. En fait, je me sentais pas bien. Et pendant ces 20 minutes-là, j'avais l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand, de faire partie de cet univers. En fait, clairement, c'était un antidépresseur. Il y a beaucoup de philosophie dans Dragon Ball, mais il y a cet goût de l'effort. Parce que les gars, ils font des entraînements de fous, ils s'en prennent pas la tête, ils ont des poids de 10 tonnes, enfin les mecs, ils ressortent toujours plus forts derrière. Donc dans la vie, ça porte une bonne vision des choses. Dragon Ball puis Dragon Ball Z, bah, c'est ce qui m'a emmené à vouloir un corps un peu musclé, déjà rien que ça, et que ça va déterminer tout le restant de ma vie, et même ma vie adulte, vous voyez. J'en suis encore là. Toriyama laisse derrière lui, au même titre qu'un Tolkien avant lui, un George Lucas, une œuvre absolument majeure, intemporelle, qui va continuer à faire rêver les gamins du monde entier pendant des décennies encore. Toriyama, c'était une humilité, une détermination, une décontraction et une indépendance dont on devrait tous s'inspirer aujourd'hui. Parmi mes œuvres fondatrices, il y en a 3 qui ont ce point commun-là, Star Wars, Camelot et Dragon Ball. Leurs auteurs, à un moment donné, ont su dire non, je vais faire ce que je veux moi, et pas en fonction des codes. Ils ont su créer la différence. Et de par son indépendance, Toriyama a ouvert la voie à de nouveaux styles de narration, permis de faire évoluer le manga et la BD mondiale. Akira Toriyama, c'est un nom qui m'a suivi toute ma vie. J'ai l'impression que je le connais depuis que je suis petit. Comme Johnny Hallyday, comme le Père Fouras ou comme Michel Drucker. C'est un nom qui a toujours été là, qui a toujours existé. Dragon Ball, ça a toujours existé, et j'espère que ça existera toujours. Ça fait partie des meubles, ça fait partie de notre vie. Sangoku, c'est un personnage qui est aussi important pour moi que les plus grands personnages comme Dark Vador, par exemple. Un personnage fictif qui m'a suivi et que j'ai suivi toute ma vie. J'ai l'impression que je le connais par cœur, que je connais ses forces et ses faiblesses, que je sais exactement comment il va réagir selon les situations, que je sais déjà à l'avance la vanne qui va sortir ou la connerie qu'il va faire. Mon seul contact avec le monde de l'animation japonaise, ou en tout cas les mangas, a été Dragon Ball Z pendant 20 ans. Je regardais aussi un peu Saint Seiya, mais j'étais beaucoup moins à fond dedans. C'est que très récemment, il y a seulement 4-5 ans en fait, que je me suis mis à suivre un deuxième manga de manière très assidue, avec évidemment l'attaque des Titans. Et puis j'ai continué, je suis tombé amoureux de Demon Slayer, mais à chaque fois que je regardais un truc, je pouvais pas m'empêcher de repenser à Dragon Ball Z. Je pouvais pas m'empêcher de comparer, de me dire que c'était jamais aussi bien que la surpuissance des Saiyans. Je fais partie de ces millions de gamins qui ont essayé de faire des Kamehameha avec leurs mains, qui ont essayé de se téléporter en plaçant l'index et le majeur sur le front, en fermant les yeux et en imaginant, en attendant que ça marche en fait. T'es là, t'attends, tu dis mais pourquoi ça marche pas? Tous ces gamins qui ont imaginé pouvoir voler à la vitesse de la lumière, qui ont essayé de lancer des boules de feu avec leurs mains. Merci beaucoup monsieur Toriyama d'avoir créé une œuvre grâce à laquelle des millions d'enfants, garçons et filles, ont pu rêver à des choses de fous, des choses immenses, des trucs surpuissants qui nous ont toujours donné envie de nous dépasser. Quand tu fais ton footing au bout d'une heure et t'en peux plus, tu te dis allez j'active le mode Super Saiyan et t'as encore de l'énergie. Merci d'avoir créé des personnages aussi attachants qu'imparfaits. Sangoku aussi fort qu'il peut être teubé, Vegeta aussi méchant qu'il peut être gentil, Bulma aussi bonne et intelligente qu'elle peut être chiante, et bien sûr le meilleur d'entre tous, le seul, l'unique, la légende, Maître Tortue Génial, qui aussi pervers qu'il puisse être, a appris à Sangoku les bases de la vie et des arts martiaux. Sans déconner, l'entraînement de Goku et Krillin quand ils sont petits chez Tortue Génial est pour moi l'un des plus beaux moments de toute l'histoire de Dragon Ball. Toriyama aura été la personne qui a inventé Dragon Ball, évidemment, mais surtout qui nous a fait rêver gamin quand on regardait le Club Dorothée. Et concernant tous les gars de ma génération, je sais que personne ne l'oubliera. Merci à tous les copains qui ont participé à cette vidéo, merci aux deux Yann ainsi qu'à Lucas, historien du manga, qui ont relu et corrigé ce script. Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure collaboration pour parler de l'immense Akira Toriyama. Et merci donc à tous les invités encore une fois d'avoir partagé un petit peu tout ce que Toriyama leur a apporté dans la vie. Qu'on l'ait vu de loin ou de près, on a tous été marqués par Dragon Ball. On a tous été marqués par Akira. C'est un géant et je le remercierai jamais assez d'avoir créé une œuvre aussi inspirante. Merci. Merci Toriyama Sensei pour tous ces souvenirs d'enfance. Dragon Ball, bah, c'est ce qui m'a appris qu'on n'est rien sans ses amis. C'est ce qui m'a appris qu'on ne perd qu'en abandonnant. C'est ce qui m'a appris qu'on a toujours une ressource insoupçonnée. Et c'est ce qui m'a appris que même les pires peuvent changer. Et que c'est à tout ça que ça sert, la foi en soi. Alors adieu et merci, Toriyama Sensei. Toriyama Sensei, hontou arigatou gozaimashita. Et pour lui rendre hommage, je sais qu'on n'est pas tous au même moment devant l'écran, qu'on n'est pas physiquement tous ensemble, mais s'il vous plaît, où que vous soyez dans le monde, levez tous les bras pour le remercier de nous avoir apporté autant de joie. Sayonara Toriyama Sensei, Tensei wa doko ni demo eru.